Après avoir réalisé 2 vidéos sur Sade, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à la question que Simone de Beauvoir a posée en 1951. Faut-il brûler Sade? Comme je l'ai dit, j'ai déjà réalisé une vidéo sur Justine ou les malheurs de la vertu et un vlog lecture sur Juliette ou les prospérités du vice. Et aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet pour une petite vidéo essai sur Sade. Quelle est sa valeur littéraire, quelle est sa valeur politique, pourquoi je l'ai lu, est-ce que ça vaut la peine vraiment de le lire, et comment est-ce qu'on peut aborder son œuvre aujourd'hui au XXIe siècle. C'est une vidéo pour laquelle j'ai pris comme d'habitude beaucoup de notes, donc ça va être long, je vous conseille de vous faire un petit thé ou un petit café. Et c'est une vidéo qui va se faire en 5 parties qui seront indiquées en bas de la vidéo si jamais vous voulez sauter une partie ou que sais-je. Mais bon, moi je vous conseille de m'écouter en entier, n'hésitez pas. On commence tout de suite avec la première partie sur Sade et le libertinage. Donc Donatien Alphonse François de Sade, né en 1740 et meurt en 1814. C'est un auteur, on l'appelle le marquis de Sade, et ses grands fans l'appellent le divin marquis, rien que ça. Pour les personnes qui ne le connaissent vraiment pas du tout, c'est à partir de son œuvre qu'a été créé le nom sadisme, donc ça vous dit déjà un petit peu de quoi on va parler. Et c'est un auteur qui est associé au mouvement libertin, un mouvement qui émerge au XVIIIe siècle. Tous les ouvrages dont je vais parler seront cités en barre d'infos, donc si jamais vous voulez retrouver un titre ou un article, ça sera en barre d'infos et je vais essayer de vous mettre les liens pour les articles que je vais trouver, ceux qui sont en libre accès. Mais on va commencer tout de suite avec un livre de Michel Bry qui s'intitule Libertinage des Lumières et guerre des sexes, dans lequel il va définir donc le libertinage. Selon lui, le libertinage est un lieu où se joue évidemment la domination masculine, la conquête amoureuse y étant décrite en des termes guerriers. L'utilisation du lexique guerrier, de la guerre, du combat pour décrire les relations amoureuses, c'est quelque chose qui existe déjà au moins depuis le Moyen-Âge, c'est pas nouveau, mais dans le cadre du libertinage du XVIIIe siècle, ça va être d'autant plus utilisé que les libertins masculins ont en quelque sorte un double devoir d'éducation et de conquête parce qu'ils ont pour but d'initier en fait les femmes à la sexualité et au libertinage. C'est pour ça aussi qu'ils vont être présentés parfois comme des précurseurs du féminisme parce qu'ils veulent la liberté sexuelle des femmes. C'est des hommes qui veulent, avoir le plus de conquêtes possible, donc évidemment c'est dans leur avantage si les femmes se libèrent sexuellement, tout simplement. Au XVIIIe siècle, le mot libertin a un double sens. C'est à la fois le libertinage d'esprit, donc c'est très lié à l'athéisme ou au moins à la critique de la religion chrétienne telle qu'elle est mise en place au XVIIIe siècle. Les libertins vont s'insurger contre les couvents qui sont contre nature, ils vont s'insurger contre tout ce que la religion tente de réprimer en termes de désirs et de besoins naturels de l'être humain. Libertinage d'esprit et libertinage de mœurs, c'est-à-dire une sexualité libre, vont aller de pair, d'où l'émergence spécifiquement d'un genre littéraire qui est le roman philosophique. Dans le roman philosophique, la narration et l'essai vont se côtoyer, c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez Sade, dans Justine, dans Juliette, mais dans beaucoup de ses autres ouvrages, où vous allez avoir des pages de scènes sexuelles et des pages de philosophie du libertinage. Dans son ouvrage, Michel Bry écrit « Le XVIIIe siècle apparaît comme une époque de réhabilitation pour la nature humaine. Les philosophes se scandalisent de ce que les dévots du XVIIe tenaient les individus pour foncièrement méchants et corrompus. Ils s'emploient, au contraire, à montrer que l'homme est bon, que le dogme du péché originel est absurde, qu'il est légitime de vouloir être heureux sur terre, et que dans ce but, la sensibilité, le désir amoureux, les passions, constituent des atouts auxquels il ne peut être question de renoncer. » Le libertinage du XVIIIe siècle est donc une continuation de l'humanisme, c'est un retour à la nature humaine, une revendication du droit de l'être humain à chercher son propre bonheur et donc forcément son plaisir personnel et donc forcément on en arrive au libertinage. Au XVIIIe siècle et au rebours de ce qu'ont répété pendant les années 1600, le bien est assimilé à ce qui apporte du plaisir, tandis que tout ce qui fait obstacle à la quête du bonheur terrestre est rapporté au mal. Le mal, selon les philosophes, c'est donc en premier lieu l'Église qui, en prônant la réserve et la continence, opprime les individus, les empêche d'assouvir leurs passions et de suivre ce que leur dicte leur cœur sensible, et en conséquence
conséquence les rend méchants. Le libertinage des Lumières est donc un mouvement qui s'érige contre l'oppression morale de l'Église, mais aussi l'oppression politique. On va arriver en 1789 à la Révolution française, vous le savez, donc c'est un siècle qui vraiment s'érige contre la tyrannie et l'oppression et veut la libération de l'être humain et de l'individu humain, ce qui est très important. Dans ce régime philosophique, toutes les pulsions sont légitimes, puisqu'elles sont aussi inspirées par la nature. Tout est une question de tempérament, tout est licite dans la recherche du plaisir, et nul ne peut être tenu pour responsable d'inclination ou de goût que les individus doivent à la force agissante de la nature sur laquelle ils n'ont pas de prise. Ce règne vraiment de la nature, ça explique donc que tout va être justifiable, et ça vous prépare déjà à ce qui va se passer dans la littérature de Sade. C'est donc dans ce contexte général que Sade pense et écrit, mais aussi qu'il vit. Et c'est là que ça va devenir un peu compliqué par rapport à la figure de Sade. Évidemment, on n'a pas encore parlé de sa littérature, mais le passage par sa vie est quand même un petit peu important, voire essentiel. Sade est le fils d'un libertin, il grandit sous l'égide de son oncle qui est lui aussi un libertin, et dans son roman L'Enfant Sade, j'insiste sur le fait que c'est un roman, donc ce n'est pas une biographie, dans son roman L'Enfant Sade, l'auteur Quentin Debré postule que lorsqu'il était adolescent, Sade aurait subi des abus de la part de ses maîtres jésuites. C'est une manière d'expliquer le comportement qui va suivre dans la vie de Sade. Plus tard, Sade accumule les scandales et les procès, ça c'est vrai, c'est pas dans le roman. Il échappe à la prison et à la peine de mort grâce à son statut et à ses contacts familiaux, parce qu'évidemment, une chose importante à savoir sur Sade, c'est que c'est évidemment un aristocrate. Pour connaître un peu les crimes de Sade, je vous conseille d'écouter le podcast Les 4 crimes du divin marquis de Sade, où Jacques Pradel raconte notamment l'affaire Rose Keller. Rose Keller, c'était une jeune mendiante qui a été piégée par Sade. Il lui a donc proposé un travail pour finalement l'enfermer, la déshabiller de force et la torturer jusqu'à ce que Sade atteigne l'orgasme. Keller va porter plainte, mais le scandale va évidemment être étouffé. C'est ce qui va se passer peu ou prou dans les autres affaires. Je vous les cite très vite fait. On a l'affaire de Mouffetard, avec la séquestration et l'agression sexuelle de Jeanne Tétard, une jeune femme de 22 ans. L'affaire des petites filles, lorsque Sade va enlever 5 filles mineures, un jeune garçon et 3 filles majeures. Une des enfants va finir à l'hôpital. Et l'affaire de Marseille qui va lui valoir son emprisonnement pendant presque tout le reste de sa vie. Lors d'une orgie organisée avec des prostituées, Sade va donner des bonbons à la cantaridine, qui est un aphrodisiaque, aux prostituées. Et là, il y a plein de versions un peu de cette histoire. Certains racontent qu'une est morte empoisonnée, mais dans les rapports officiels, c'est 2 prostituées qui sont allées porter plainte parce qu'elles avaient eu des maux de ventre et qu'elles pensaient donc avoir été empoisonnées volontairement par le marquis de Sade. Sade est emprisonné à Vincennes puis à la Bastille, et c'est alors qu'il se met vraiment à écrire. Il a déjà fait jouer quelques pièces de théâtre avant ça, mais il commence vraiment à écrire quand il est en prison. Il va écrire entre autres Justine et Juliette. En 1787, donc, Sade est à la Bastille. Il écrit Les Infortunes de la Vertu, qui est la première version de ce roman duologie. En 1791, c'est Justine ou les Malheurs de la Vertu. Et en 1799, il lui ajoute L'Histoire de Juliette, sa sœur. Pour vous faire une petite présentation des 2 livres, si jamais vous n'avez pas vu mes autres vidéos, mais évidemment, n'hésitez pas. L'histoire de Justine et Juliette, c'est 2 sœurs qui sont au couvent. Leurs parents meurent dans un accident et elles vont être chassées du couvent. Justine est une jeune fille très vertueuse qui se retrouve donc toute seule à la sortie du couvent et qui refuse de se prostituer pour s'établir en fait dans le monde. Elle va donc garder sa vertu et très naïve et innocente, elle va être séquestrée, torturée, agressée par de nombreux libertins. Le principe de Justine, comme le principe de tous les livres pornographiques de Sade, on va revenir sur la définition de ce qui est pornographique ou pas, mais comme tous les livres de Sade, le principe c'est que la violence augmente au fur et à mesure du livre, et Justine, elle, reste
dans la même innocence et la même naïveté tout au long du livre. Elle va subir donc des agressions absolument horribles, vous n'imaginez même pas ce qu'elle vit, et elle va être forcée d'écouter évidemment tous les discours philosophiques des libertins qui lui expliquent en quoi le libertinage est le système politique par excellence et qu'il faudrait mettre en place un espèce de despotisme libertin, que sais-je. Juliette, c'est la sœur qui, elle, va être initiée au libertinage dans le couvent même, et donc va décider de devenir libertine, et même elle va chercher à être la plus cruelle des libertines. Donc Juliette, c'est le contraire de Justine, c'est celle qui va abuser, agresser, mais qui va aussi évidemment être abusée et agressée par des libertins masculins, parce que quand même c'est une femme. La question de Sade, de son appartenance au libertinage est assez complexe parce que Sade, bon, est-ce que c'est un criminel, est-ce que c'est un libertin? Ce qui est sûr, c'est que c'est un criminel. Mais dans les deux romans, chaque scène de torture, comme je l'ai dit, est suivie d'une dissertation de plusieurs pages sur la nécessité et le bien fondé du libertinage. Donc il a l'air de s'inscrire dans le mouvement libertin. Michel Bry écrit: les romans du marquis rappellent toutes les objections formulées au XVIIIe siècle contre les religions révélées. Un Dieu rémunérateur et vengeur n'existe pas, les prêtres sont des imposteurs et l'idée de l'âme une sotte chimère. Dieu n'est pas bon puisqu'en laissant la possibilité à l'homme de faire le mal, il a perdu la créature qu'il avait lui-même façonnée. On ne parvient pas à comprendre pourquoi le Dieu des chrétiens ne s'est pas révélé dès les débuts de l'humanité et a laissé de nombreux peuples l'ignorer. On ne sait enfin comment expliquer qu'un Dieu parfait a créé l'homme imparfait et a laissé en outre le désordre et le mal régner sur la terre. Apparaissent de surcroît dans l'œuvre sadienne, entre autres idées ou prises de position familières aux penseurs des Lumières, l'éloge des passions, les interprétations matérialistes de la vie, la double thèse affirmant l'inexistence des idées innées et les origines sensualistes du savoir, de la vérité et de la morale, l'impossibilité de concevoir des lois valant pour tout le monde, l'identification posée entre les lois d'une nation et ses anciennes pratiques barbares institutionnalisées, l'appel à une morale naturelle qui remplacerait avantageusement la morale fondée sur l'enseignement de l'Église. L'œuvre de Sade contient donc bien des thèmes et des idées qui sont celles du libertinage, mais Michel Bry souligne aussi que ces romans ne cessent de se contredire entre eux. Sade plaide ou fait mine de plaider tout et son contraire. Il réclame que l'on reconnaisse le corps souverain des femmes, puis rappelle que celles-ci sont essentiellement soumises aux hommes. Il semble prescrire à la fois l'égalité, puisque chacun aurait le droit de disposer de tous les êtres, et l'inégalité, puisque ce sont les plus forts qui s'imposent. Son modèle de despotisme passionnel, caractérisé par l'universelle circulation des désirs, inspire tantôt des plaidoyers pour l'anarchie, tantôt des exhortations à instituer un système tyrannique et sanguinaire où le pouvoir serait détenu par une caste luxurieuse. Évidemment, l'anarchie que Sade prône est une anarchie fondée aussi sur le darwinisme qui va commencer à se mettre en place au XIXe siècle et donc sur l'idée que le plus fort règne. L'anarchisme de Sade, c'est pas l'anarchisme du XXe siècle ni celui du XXIe siècle qui vise à quelque chose de quand même organisé, c'est un anarchisme de retour à la nature, entre guillemets. Sade est donc un républicain qui veut l'abolition de la propriété, mais c'est aussi un aristocrate qui tient à protéger et à conserver ses terres. Donc on est toujours dans cette ambivalence du riche qui veut conserver sa richesse, mais qui veut quand même un système un peu plus égalitaire. En fait, ce que les ouvrages du marquis démontrent, c'est que tout peut être justifié. Les héros de Sade, aussi doués pour le funambulisme verbal que pour les acrobaties érotiques, se révèlent en mesure de prouver le bien fondé de n'importe quel comportement criminel, aussi abominable fût-il, en le reliant à une prétendue loi de la nature, fabriquée pour la circonstance ou en affirmant qu'il est en usage ailleurs. Aucune déviance, aucune pratique de perversion, aucun méfait, aucune scélératesse ne reste chez Sade sans justification. La sodomie, l'inceste, l'assassinat, le meurtre de masse, la torture, la fustigation active ou passive, l'anthropophagie, la coprophagie, la zoophilie sont assimilés à autant d'injonctions venant de la nature. On est loin donc de l'acte gratuit de Gide, mais chaque crime en fait est justifié par une injonction de la nature, donc finalement est-ce qu'on n'est pas aussi dans une forme de tyrannie, mais c'est une question pour un autre jour. C'est ce fait de justifier tout et n'importe quoi qui explique la raison pour laquelle Sade a été récupéré par les mouvements nihilistes du XXe siècle et
vous allez le voir, par la gauche intellectuelle du XXe siècle. En termes de libertinage, finalement, La religieuse de Diderot, qui est un roman libertin du XVIIIe siècle, est bien plus libertin, selon moi et selon beaucoup de chercheurs, que n'importe quel livre de Sade, parce que dans La religieuse de Diderot, tout se joue dans le texte et sous le texte, dans le jeu mystificateur, et le plaisir de La religieuse de Diderot peut être raté si le lecteur n'est pas assez initié. Et ça, c'est le principe même du libertinage, c'est l'idée d'une initiation, d'une éducation au libertinage. Et donc, un vrai texte libertin, entre guillemets, ne peut être compris que d'un lecteur libertin. Et ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas chez Sade parce que on est dans un texte qui reste quand même pornographique, qui reste du torture porn, et finalement tous les dispositifs libertins du texte sadien sont montrés à outrance, voire expliqués, ne nécessitent pas une initiation libertine autant que le texte de Diderot n'en nécessite une. On va s'intéresser à présent à la rédemption de Sade au XXe siècle et à ses récupérations, entre autres par les surréalistes, par les intellectuels de gauche. En décembre 1951, Simone de Beauvoir, qui est une philosophe et une romancière, publie un article dans la revue Les Temps modernes. Cet article est intitulé « Faut-il brûler Sade ?» Elle y déplore l'effacement de Sade de l'histoire littéraire, tout en relevant que sa rédemption surréaliste pousse à l'adorer plutôt qu'à le comprendre. Simone de Beauvoir, dans Faut-il brûler Sade, cherche à comprendre Sade et en fait son essai est surtout une divagation sur la psychologie, presque une psychanalyse avant l'heure, sur la psychologie de Sade et qu'est-ce qui a pu l'amener à concevoir le désir comme seulement un lieu de violence. Plus largement, Simone de Beauvoir s'inscrit en 1951 dans la redécouverte de Sade qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Apollinaire, notamment, va écrire en 1909 dans son introduction à l'œuvre complète de Sade « Pendant un siècle, la critique l'a traité fort cavalièrement, s'occupant beaucoup moins des idées que contiennent ses ouvrages que d'inventer des anecdotes qui dénaturent sa vie et son caractère. » Et donc cette redécouverte de Sade va s'accompagner d'une rédemption qui va mettre en doute tout ce qui a été consigné sur la vie et les crimes de Sade, c'est-à-dire même les rapports de police et les plaintes déposées par ses victimes féminines. Sur l'affaire Roskeller, par exemple, Maurice Heine écrit en 1950, je cite, « Pourquoi tant de bruit à propos d'une fessée ?» Merci beaucoup Maurice pour ton féminisme de taille. Vraiment, la libération féminine te remercie pour cette question si bien posée. Pourquoi tant de bruit à propos d'une fessée ? Je vous répète la question pour que vous puissiez vraiment comparer ça à ce que je vous ai dit sur ce qu'a vécu Roskeller, qui, je vous ai pas donné les détails, mais a quand même été tailladé et Sade a versé de la cire chaude dans les incisions qu'il a fait sur son corps. Voilà, sur ce, je vous cite un passage d'un colloque de 1966 dans lequel Jean Tullard a dit « La différence qu'il y a entre Sade et le héros sadique est, si vous voulez, que lorsque Sade ramasse une mendiante, la déshabille et lui donne 3 petits coups de canif, immédiatement, c'est le scandale. Saint-Fond, lui, peut affamer une nation entière, l'impunité lui est assurée, il le dit et il s'en vante. » C'est vrai que pour 3 petits coups de canif, finalement, on a peut-être fait trop d'histoires et on n'aurait pas dû enfermer Sade toute sa vie, il n'est pas du tout dangereux comme type. Donc, au début du XXe siècle, les surréalistes vont fonder un espèce de culte de Sade. Ce sont des auteurs, évidemment, qui jouent de tout comme de rien, et le lien entre le sadisme et le nihilisme du début du XXe siècle est assez évident. Olivier Delair, dans un article intitulé « Du mythe au dialogue Sade et l'érotisme surréaliste », écrit « Sade serait en somme une clé de voûte de la pensée surréaliste qui inciterait à une révolte profonde, qui est révolte contre tout ce qui contraint le désir et l'amour. » Sven Foskevag fait un constat similaire, celui d'un sadisme particulier au surréalisme, dans la mesure où le mythe a pour fonction principale de renforcer les préceptes poétiques et philosophiques fondateurs du mouvement.
Pour Fosquevag, diviniser Sade lui confère une fonction cognitive. À travers le phénomène Sade, les surréalistes parviennent à une connaissance du monde. Même après que ces romans deviennent plus disponibles pour un public d'initiés, ce sont la réputation sulfureuse du marquis et son héritage subversif qui influencent la conception de l'érotisme des surréalistes et non une lecture détaillée et approfondie de ces textes. Le Sade des grands manifestes, des querelles acrimonieuses entre André Breton et Georges Bataille et de la pensée critique reste, dans une large mesure, un Sade construit de toutes pièces, intellectualisé, imaginé et désexualisé. Les surréalistes vont donc se réapproprier, voire réinventer totalement la figure de Sade pour la faire correspondre à leur idéologie, plutôt leur poétique, on va dire. Je vous donne quelques exemples d'œuvres surréalistes à partir de Sade. On a ici le portrait de Sade par Man Ray qui s'intitule Portrait imaginaire de DAF de Sade en 1936. Et Sade apparaît aussi dans le Jeu de Marseille réalisé par les surréalistes. Je vous mets ici toutes les cartes et plus précisément celle de Sade. Il est donc dans les figures les plus importantes en fait de la poétique surréaliste puisqu'il est représenté parmi les figures de proue du surréalisme. On a d'ailleurs aussi une carte sur la religieuse de Diderot et c'est assez intéressant que d'un côté on ait une carte sur la religieuse, donc vraiment sur l'œuvre de la religieuse, et de l'autre côté on a Sade. Et ça vous montre le fait que Sade est vraiment promu comme figure de liberté pour sa vie et pas pour son œuvre. Et ça, c'est assez intéressant quand on connaît la vie de Sade. Son emprisonnement, en fait, l'a vraiment conduit à être martyrisé et victimisé par la réception notamment masculine de son œuvre et de sa vie, et ça a conduit à vraiment l'érection, pardonnez-moi le mot, de Sade en figure de proue de la liberté, de la révolution, etc. Dans Faut-il brûler Sade, Simone de Beauvoir tente donc de comprendre la psychologie sadienne. Elle en fait un homme timide, je cite, désadapté, le pauvre, je vais essayer d'être moins ironique. Mais c'est difficile, désadapté qui se réfugie dans l'érotisme. Je cite, « La société a dénié à Sade toute liberté clandestine, elle a prétendu socialiser son érotisme. Inversement, la vie sociale du marquis se déroulera dorénavant sur un plan érotique. Puisqu'on ne peut séparer avec tranquillité le mal du bien pour se donner tour à tour à l'un et à l'autre, c'est en face du bien et même en fonction de lui qu'il faut revendiquer le mal. » Pour Simone de Beauvoir, Sade a presque été victime d'une malédiction. En plus de cette oppression du désir par la société, ce qui est en soi vrai, je dis pas le contraire, Beauvoir voit Sade comme victime d'une malédiction, l'impossibilité pour lui de sentir le plaisir dans le corps plutôt que dans la tête. Selon elle, il a même, je cite, une sexualité autiste, ça vous dit beaucoup sur ce qu'on comprenait de l'autisme au milieu du XXe siècle. Il a une sexualité autiste parce que il est incapable de prendre en compte l'individualité d'autrui dans sa sexualité, dans son érotisme, et donc il n'est que renfermé sur lui dans un rapport narcissique, enfin bref. Pour comprendre Sade, il y aurait donc nécessité de lire son œuvre comme étant chargée d'une signification éthique. À partir du scandale de 1763, l'érotisme de Sade n'est plus seulement une attitude individuelle, c'est aussi un défi à la société. L'intention suprême qui anime toute activité sexuelle, c'est qu'elle se veut criminelle, cruauté ou souillure. Il s'agit de réaliser le mal. Sade a immédiatement expérimenté le coït comme cruauté, déchirement et faute, et par ressentiment, il en a revendiqué opiniâtrement la noirceur. Puisque la société s'allie à la nature pour le vouloir criminel dans ses plaisirs, il fera du crime même un plaisir. Et l'idée même de faire du crime un plaisir entre dans la volonté de Sade et de l'œuvre sadienne de renverser le bien et le mal, et c'est là que vraiment on va trouver l'essence de son œuvre littéraire dans cette idée de renversement, d'inversion. La poétique de Sade, donc, est dans un troisième temps une poétique du renversement. Dans cette partie, je vais vous faire plutôt mon interprétation littéraire de l'œuvre de Sade et ce que je trouve intéressant littérairement dans son œuvre personnellement. Dans son essai, Beauvoir raconte qu'à Marseille, Sade appelle son valet Monsieur le Marquis. On a ici une scène sexuelle qui est une scène carnavalesque,
puisqu'au Moyen-Âge, j'en ai parlé plusieurs fois, mais au Moyen-Âge, le carnaval est un jour de renversement des rôles sociaux et des rôles de classe. Il se construit en fait sur le modèle des Saturnales antiques, pendant lesquelles les maîtres et les esclaves échangeaient leur place le temps d'une journée. Le carnaval, c'est donc un jeu théâtral qui déborde la scène, puisqu'en fait, tout le monde est en train de jouer. La notion de carnavalesque en littérature nous vient d'un penseur russe, d'un théoricien de la littérature qui est Mikhail Bakhtin, que j'aime de tout mon cœur. Et Mikhail Bakhtin théorise le carnavalesque dans un ouvrage intitulé L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance. Dans l'introduction de cet ouvrage, il écrit: à l'opposé de la fête officielle, le carnaval était le triomphe d'une sorte d'affranchissement provisoire de la vérité dominante et du régime existant, d'abolition provisoire de tous les rapports hiérarchiques, privilèges, règles et tabous. Le carnaval s'accompagne de nombreux éléments, de nombreux rites. Il s'accompagne d'un langage, qui va être notamment le lexique grossier de Rabelais, qui est un lexique qu'on retrouve chez Sade, puisque le langage érotique de Sade est un langage très cru, très grossier en fait. Dans le carnavalesque, on a deux images notamment qui sont centrales, celle du monde à l'envers, donc du monde renversé, et de l'inversion entre haut et bas. C'est-à-dire que pendant le temps du carnaval, le bas du corps va avoir un statut rehaussé, il va devenir célébré alors qu'avant il était obscène. Donc vous avez une inversion au bas et vous avez le monde plus global qui est renversé. Chez Sade, on a une inversion de l'espace sexuel, qui est l'espace du privé, et de l'espace politique public. La sexualité devient un espace hiérarchisé, peuplé de victimes et de bourreaux. L'utilisation même du terme bourreau est très intéressante chez Sade, on va y revenir tout de suite. L'espace sexuel devient un espace où la recherche du mal est valorisée et celle du bien est ridiculisée. Donc vous avez une inversion bien-mal et une inversion sexuelle politique. Stéphanie Génant a écrit un article intitulé « Entre asservissement sexuel et despotisme politique, la figure du bourreau chez Sade », où elle écrit notamment « Justine ou les malheurs de la vertu », publié en 1791 alors que Sade est enfermé à la Bastille, opère un renversement de la fonction traditionnelle des bourreaux. Ceux-ci désignent moins les fonctionnaires officiels que rencontre la jeune femme lors de ses démêlés avec la justice, que les libertins qu'elle croise lors de son parcours. Ce roman confère ainsi à cette figure une dimension surtout érotique. Les bourreaux, dans ce texte, seront davantage les scélérats que les représentants de la justice officielle. Le bourreau donc est passé de l'espace politique à l'espace sexuel. On a un renversement qui se met en place où l'espace privé devient, ou en tout cas prend les codes de l'espace public. C'est un peu comme quand les prêtres abusent et torturent de nombreuses filles, dont Justine, puisque ça a lieu dans un monastère. Dans cette scène-là, le narrateur et le lecteur jouissent évidemment du renversement des valeurs. Les codes religieux et politiques qui sont dans la société du XVIIIe siècle utilisés pour punir la sexualité humaine sont utilisés ici pour servir le plaisir humain. Ils participent à la glorification du bas du corps, donc vous voyez bien que toutes les valeurs de la société ont été renversées. Cependant, comme le carnaval ne fait que renforcer au lendemain de la fête les codes sociaux qui étaient établis et l'existence même finalement d'une hiérarchie sociale immuable, le renversement sadien ne fait que renforcer les mécanismes de domination et de soumission déjà présents dans la sexualité du XVIIIe siècle. Cet acharnement systématique des libertins sur les victimes se prolonge dans Justine ou les malheurs de la vertu par une structure énonciative particulière. Le narrateur se transforme lui aussi en bourreau à l'égard de son personnage, victime d'une persécution symbolique qui vise à lui ôter de plus en plus les moyens d'exister et de s'exprimer. Lorsqu'il compose en 1799 la Nouvelle Justine, qui développe et accentue les principaux épisodes du texte initial, il commence par retirer la parole à son héroïne. La narration passe en effet de la première à la troisième personne du singulier, ce qui constitue une première amputation et ouvre la porte aux persécutions aggravées contre le personnage. Privé de la possibilité de se défendre, de justifier sa confiance dans la providence ou de donner sa version des malheurs qui la frappent, Justine devient en quelque sorte la victime de l'auteur, libre de la plonger dans une succession ininterrompue de sévices. La sexualité, donc, comme sa forme inversée, existe toujours dans un cadre plus large, celui du patriarcat. Cet échec du carnaval est, selon moi, aussi l'échec de l'œuvre de Sade,
parce que, au lieu de dépasser la dichotomie bien-mal, le renversement chez Sade ne cesse d'entretenir cette dichotomie. Le texte est condamné à une inertie morale, puisqu'on ne peut jouir de faire le mal que si le mal continue d'être considéré comme mal. Donc pour que les libertins puissent jouir de leur sexualité criminelle, il faut que cette sexualité continue d'être considérée comme criminelle, et donc il faut que le monde reste finalement tel qu'il est. Michel Brie écrit « Tous les libertins sadiens découvrent qu'ils sont confrontés à de telles apories. De transgression en transgression, ils finissent par tourner en rond et par retrouver au bout du chemin, comme s'il s'agissait de la dernière borne, la valeur qu'ils ont abolie à l'origine et qui semble s'offrir comme la seule transgression qu'il reste possible d'accomplir. » Le texte sadien, d'une certaine manière, se mord la queue, pun intended, et sa volonté de dépasser le bien et le mal ne donne finalement pas grand-chose parce que les libertins ont besoin de continuer à faire le mal pour éprouver le plaisir de faire le mal. Georges Bataille, dans La littérature et le mal, consacre un chapitre à Sade. La littérature et le mal de Bataille, c'est un texte dont j'ai parlé en long, en large et en travers. J'ai fait une vidéo d'1 heure dessus où je réfléchis à partir de ce que écrit Bataille. Et j'avais déjà abordé la question donc de la littérature sadienne dans ma vidéo sur Bataille. Dans son chapitre sur Sade, Bataille écrit « C'est que l'essence de ses ouvrages est de détruire, non seulement les objets, les victimes, mises en scène, qui ne sont là que pour répondre à la rage de nier, mais l'auteur et l'ouvrage lui-même. » D'où le lien de Sade avec le nihilisme, puisque toute la jouissance des libertins est une jouissance de la destruction. Mais du coup, forcément, le texte s'annule lui-même en quelque sorte, et toutes les scènes sexuelles sont décevantes puisqu'elles se terminent en meurtre et qu'après le meurtre, il ne reste rien. La scène sexuelle a disparu, le plaisir est terminé et il faut recommencer, il faut trouver encore plus de victimes, il faut commettre encore plus d'actes réprouvés, d'actes tabous et contre nature pour réussir à recommencer le plaisir. Sade, qui aima le mal, dont l'œuvre entière veut rendre désirable le mal, ne pouvant le condamner, ne pouvait pas non plus le justifier. Chacun à leur façon, les philosophes débauchés qu'il dépeint le tentent, mais ils ne trouvent pas et ne peuvent trouver de principes qui retirent la nature maudite aux actions dont ils vantent les bienfaits. C'est parce que Sade a un tel amour du mal qu'il ne peut jamais dépasser la dichotomie entre bien et mal, et que la jouissance des libertins n'est possible que dans une société où les libertins doivent se cacher et ne sont pas la majorité. La jouissance du libertin est d'exercer son pouvoir sexuel tout en conservant son pouvoir politique et économique, donc le libertin comme Sade ne désire pas vraiment l'abolition des classes. Les victimes de Sade d'ailleurs étaient toutes des femmes de classe basse, de classe ouvrière, des prostituées, des femmes qui avaient besoin d'argent parce que finalement c'était le vrai pouvoir qu'il avait sur elle, c'était un pouvoir économique, et c'est grâce à ce pouvoir économique qu'il pouvait mettre en scène en fait ses fantasmes. Beauvoir, dans Faut-il brûler Sade, écrit ainsi « Il est normal, il est frappant qu'en conséquence le genre favori de Sade soit la parodie. Il n'essaie pas d'instituer un univers neuf, il se borne à tourner en dérision par la manière dont il limite celui qui lui est imposé. » J'avais d'ailleurs expliqué dans ma vidéo sur Justine ou les malheurs de la vertu que ce livre était une parodie de contes de fées parce qu'on a un personnage naïf et innocent qui n'apprend jamais de ses erreurs, un peu à la manière de Perceval, et qui va être enfermé dans des châteaux, qui va errer dans des forêts. On est vraiment dans un univers de contes de fées que Sade parodie totalement pour mettre en scène tous ces fantasmes sexuels. L'imaginaire de Sade donc ne va jamais plus loin que ce qui existe déjà. Il met en scène des tortures qui, au fur et à mesure que vous lisez en fait le livre, ne sont que des versions différentes d'une même torture. On en arrive toujours à la même pratique sexuelle qui est vantée du début à la fin, qui est de passer par derrière, si je peux me permettre un euphémisme. Enfin vraiment, c'est toujours la même chose en boucle, et les tortures, c'est juste de nouvelles manières de procurer le même plaisir et d'infliger la même souffrance aux personnes. On est dans des tortures qui sont très répétitives, parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand vous avez trouvé toutes les manières de torturer quelqu'un, il reste plus grand chose
de nouveau, tout simplement. Et donc, parce que Sade ne va pas plus loin que ce qui existe, forcément, la sexualité qu'il dépeint est profondément misogyne, puisque c'est la sexualité du XVIIIe siècle, celle d'une société où l'homme riche domine. Donc Sade, non seulement n'est pas révolutionnaire politiquement, mais il n'est même pas révolutionnaire sexuellement, parce qu'il ne s'échappe jamais du système sexuel mis en place, qui est celui de la domination des femmes par les hommes. Et on en arrive donc à la notion de pornographie et de misogynie dans l'œuvre de Sade. Dans la récupération de Sade que j'ai mentionnée en partie 2, beaucoup d'hommes notamment, mais parfois des femmes, s'acharnent à prouver le féminisme de Sade avant l'heure. Je vous cite ce passage de l'introduction donc d'Apollinaire en 1909. Le marquis de Sade, cet esprit le plus libre qui ait encore existé, avait sur la femme des idées particulières et la voulait aussi libre que l'homme. Ces idées que l'on dégagera quelques jours ont donné naissance à un double roman, Justine et Juliette. Ce n'est pas au hasard que le marquis a choisi des héroïnes et non pas des héros. Justine, c'est l'ancienne femme, asservie, misérable et moins qu'humaine. Juliette, au contraire, représente la femme nouvelle qu'il entrevoyait, un être dont on n'a pas encore idée, qui se dégage de l'humanité, qui aura des ailes et qui renouvellera l'univers. Rien que ça. Or, dans ma vidéo sur Juliette, je vous explique entre autres que Juliette elle-même est un fantasme masculin de bout en bout. C'est celui de la femme qui partage le goût des hommes, de la femme qui aide, qui encourage et qui participe aux violences misogynes. Je veux dire, c'est la femme parfaite, c'est Thaïs d'Escuffon dans la société contemporaine, vous voyez. Elle est aussi victime de ces violences, mais elle va les intellectualiser et les justifier par les idées libertines qui lui ont été apprises pendant son adolescence. Juliette, finalement, c'est le récit d'apprentissage de la femme parfaite, d'où le fait que les hommes ne cessent de la complimenter et d'encourager sa progression. Michel Brie écrit à ce propos: Apollinaire a prétendu aussi que Sade avait accordé une surhumanité identique au personnage de Juliette, prototype de femme nouvelle, subversive, émancipée des préjugés et libérée des aliénations diverses où se trouvaient maintenues les femmes au XVIIIe siècle. On ne saurait tomber d'accord avec une telle interprétation, ce que suggère au contraire par une sorte d'anticipation l'auteur de Justine et de la philosophie dans le boudoir à travers le personnage de Madame de Saint-Ange, c'est que le concept de surhumanité ne saurait convenir pour les femmes. C'est ce qui ressort par exemple de cette déclaration de Noirceuil à Juliette: « Je veux que tu sois femme et esclave avec mes amis et moi, despote avec tous les autres. » Juliette elle-même doit convenir au demeurant que sa condition de femme l'oblige à rester, notamment face à Saint-Fond, dans la situation d'un être soumis. Juliette doit être une victime des hommes pour réussir à être le bourreau de toutes les autres femmes et de tous les autres petits garçons qui vont être torturés. Justine et Juliette, en réalité, ne sont que les deux faces d'une même pièce, celle de la sexualité masculine et du patriarcat. Ce sont les deux fantasmes masculins par excellence, la vierge et la putain, l'innocente et la dépravée. Andrea Dworkin, dans Pornography Men Possessing Women, écrit que Justine et Juliette sont les deux figures féminines prototypiques de la pornographie masculine sous toutes ses formes. Elles sont toutes deux des poupées de cire dans lesquelles des objets sont insérés. L'une, Justine, souffre et est provocante parce qu'elle souffre. Sa souffrance est excitante. Plus elle souffre, plus ses bourreaux sont excités. Elle devient donc responsable de sa propre souffrance, puisqu'elle l'invite en souffrant. L'autre, Juliette, se réjouit de ce que les hommes lui font, elle est la femme qui aime ça, peu importe ce qu'est ce ça. Comme le remarque Dworkin, Juliette est toujours dépendante d'un homme financièrement, et c'est pour survivre qu'elle épouse au début du roman le libertinage, parce qu'elle sait que pour être une femme de pouvoir, il faut être une femme libertine, dépravée, il faut en fait aller dans le sens des hommes. Celle qui se revendique libertine se recrée elle-même à l'image du plus cruel, du plus puissant homme qu'elle connaît, et dans son alliance avec lui, emprunte un peu de la puissance qu'il exerce sur autrui. Les libertines chez Sade sont toujours soumises à leurs confrères, toujours dépendantes d'eux financièrement et pour maintenir leur santé physique. C'est ce que je disais aussi dans mon vlog sur Juliette ou les prospérités du vice. La sexualité des femmes entre elles dans Juliette est toujours centrée sur un langage sexuel masculin et sur un simulacre phallique
un simulacre de relation hétérosexuelle. Les femmes lesbiennes dans Juliette sont représentées exactement de la même manière que dans la pornographie contemporaine qui représente des lesbiennes et qui est faite pour un regard masculin. C'est toujours une sexualité pour les hommes, même quand l'homme n'est pas là, il est présent dans le regard de la caméra sur les femmes. L'ouvrage d'Andrea Dworkin, Pornography Men Possessing Women, est donc un ouvrage sur la pornographie et en quoi elle est l'ADN même de la suprématie masculine, du patriarcat. La pornographie est à la fois un outil de mise en place et de conservation de la domination masculine et l'incarnation même de la manière dont fonctionne la domination masculine. Dans son introduction, Andrea Dworkin rapporte plusieurs témoignages qu'elle a reçus. Évidemment, elle en a choisi quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup trop, mais elle rapporte plusieurs témoignages qu'elle a reçus de femmes qui racontent comment la pornographie a en fait ruiné tout simplement leur vie. Ce sont des femmes qui racontent que leur mari qui consommait de la pornographie, que des hommes qu'elles ne connaissaient pas qui consommaient de la pornographie, que leur père, leur beau-frère, leur beau-père, n'importe qui, leur a fait subir des tortures sexuelles, les ont prostituées sans leur consentement évidemment, ont abusé d'elles, bref, tout ce que vous voulez, pour reproduire en fait ce qu'ils voyaient dans la pornographie jusqu'à parfois leur faire avoir des rapports sexuels avec des animaux. Et dans son introduction, Dworkin définit aussi ce qu'est la pornographie. La pornographie est définie comme la soumission graphique et sexuellement explicite des femmes par des images et ou des mots qui incluent aussi des femmes déshumanisées, présentées comme des objets ou des commodités sexuelles, ou des femmes présentées comme des objets sexuels qui apprécient la souffrance et l'humiliation, ou des femmes présentées comme des objets sexuels qui prennent plaisir à être violées, ou des femmes présentées comme des objets sexuels attachés ou découpés ou mutilés ou couvertes de bleu ou physiquement heurtés, ou des femmes présentées dans des postures ou positions sexuelles de soumission, de servilité ou de monstration, ou des parties de corps féminins exhibées de manière à réduire les femmes à ces parties, ou des femmes présentées comme salopes par nature, ou des femmes présentées en train d'être pénétrées par des objets ou des animaux, ou des femmes présentées dans des scénarios de dégradation, de blessures, de torture, montrées comme étant sales ou inférieures, saignant, contusionnées ou heurtées dans un contexte qui rend ces conditions sexuelles. Pour vous montrer en quoi SAD correspond tout à fait, presque à la lettre finalement, à cette définition, je vais vous lire un petit extrait de Juliette ou les prospérités du vice de Sade. Je vous invite, si vous craignez un peu la violence en général ou la violence sexuelle, à sauter ce petit extrait. Je vous mettrai le temps sur l'écran pour que vous puissiez aller directement à la suite de la vidéo. Je vous préviens que si vous n'avez jamais lu Sade et si vous n'avez jamais lu même de textes d'horreur, de textes un peu gore, c'est vraiment horrible à lire. Même pour moi, c'est horrible à lire. Et la seule manière de réussir à lire Sade, c'est de le lire avec un énorme détachement. Et même là, ça continue d'être horrible. Donc voilà, c'était mon trigger warning. Je le cite ici uniquement pour vous montrer à quel point ça correspond à ce qu'est en fait la pornographie et pourquoi Sade est évidemment l'auteur de textes pornographiques. Je ne le cite pas par plaisir ou pour vous faire lire quelque chose d'horrible. Bon, bref, voilà. Je vais le lire aussi en censurant un peu les mots, pour pas, même si je pense que cette vidéo ne sera peut-être pas monétisée, je sais pas. Et du coup, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à venir me soutenir sur Ko-fi, le lien est dans la description. Et voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir investir plus de mon temps dans des vidéos comme ça qui sont très préparées, très sourcées. C'est un travail de recherche que j'aime beaucoup puisque la recherche est mon travail pour l'instant, mais quand j'aurai fini ma thèse, j'aimerais bien pouvoir continuer de faire ça sur YouTube, donc voilà. Bref, c'était ma petite promo. Donc là, il parle évidemment d'une femme. Il la fait retourner et tenir par les putains. J'écarte et lui présente le con. Le con qui, je précise, est un mot qui désigne l'organe sexuel féminin. Il y plonge en furieux pendant qu'on donne à cette malheureuse des camouflets de soufre et qu'on lui arrache les oreilles. Le hucelage saute, le sang coule et Noirceuil, plus irrité que jamais, déconne, donc ça veut dire qu'il sort de l'organe sexuel féminin, si jamais je précise, fait tenir sa victime en l'air par les deux bourreaux
et se plaît à la flageller ainsi jusqu'au sang avec des martinets de fer que l'on a fait rougir au feu. L'Épetin le flagelle lui-même pendant qu'il agit et il baisse alternativement le cul de mes tribades. Les tribades, c'est les jeunes filles qui sont à son service, dont les fesses se trouvent élevées à hauteur de sa bouche. Je le snus en lui chatouillant la nuit. Voilà. Il se revêt d'une fourrure, en fait prendre de même à ces deux hommes, autant à moi, et nous descendant, Fontange toute nue. On la place sur un grand bassin gelé qui se trouve en face du château. Cartouches et des rues se tiennent sur les bords, armés de grands fouets de poste et de bombes d'artifice. En plus, je commence à gargouiller, c'est pas du tout le moment. Je noirceuille en face du spectacle. Fontange a ordre de faire 6 fois le tour du bassin. Quand elle s'approche des bords, on la repousse à grands coups de fouet. Quand elle s'éloigne, on lui lance des bombes d'artifice qui lui éclatent sur la tête ou entre les jambes. Il n'y a rien au monde de plaisant comme de voir ainsi cabrioler cette pauvre créature qui tantôt s'éloigne, tantôt se rapproche et qui la plupart du temps glisse et tombe sur la glace au point de s'y casser les jambes. Noirceuil exige que ma fille me branle sous ses yeux. Il baise avec avidité le joli petit de cet enfant pendant qu'elle procède à cette fantaisie. Et l'enfant de Juliette a 7 ans d'ailleurs, juste pour préciser. Donc on est bien ici dans un texte pornographique, personne ne pourra me dire le contraire. Et Dworkin résume donc ainsi ce qu'est la pornographie. La pornographie est la destruction organisée des femmes dans leur corps et dans leur âme. Viol, agression, inceste et prostitution l'animent. Déshumanisation et sadisme la caractérisent. C'est une guerre contre les femmes, des assauts en série contre la dignité, l'identité et la valeur humaine. C'est une tyrannie. Chaque femme qui a survécu sait, par son expérience personnelle, que la pornographie est captivité. La femme captive dans l'image, donc l'image, le texte pornographique, utilisée contre la femme captive, qu'importe où il la retient. La femme captive, donc la femme qui a été capturée par le texte ou l'image pornographique, va être utilisée contre une femme réelle, qui va être traitée des manières dont on sait par un homme ou plusieurs. Cette captivité peut être réelle, donc la femme peut être enfermée par son bourreau, mais c'est aussi une captivité qui peut être symbolique, comme par exemple le mariage, l'emprise, l'administration de diverses drogues, l'argent, etc. Parce que la pornographie est bien essentiellement une histoire d'image, et ça c'est très important de le comprendre. C'est une histoire de représentation. Or, le libertinage au XVIIIe siècle est fondé sur la notion de tableau et de scène. Chaque orgie chez Sade est d'abord présentée comme un tableau. Le libertin imagine une scène, il la décrit et il dit aux autres comment placer leur corps pour représenter la scène. La scène est donc présentée une première fois dans l'imagination et la parole, puis elle est représentée physiquement. Vous avez donc dans le texte un dédoublement de chaque scène érotique, puisque une fois la scène est présentée dans la parole du libertin et une deuxième fois dans la description de la scène par le narrateur sadien. Chaque texte de Sade met en scène le procédé pornographique en lui-même, comme s'il montrait comment faire de la pornographie au sein même du texte pornographique. Vous avez la création par les libertins de l'image pornographique, puis la représentation par les corps des victimes de cette image pornographique et donc la jouissance par le libertin de l'image pornographique qu'il vient de créer. Vous avez de A à Z la création d'une image pornographique dans les textes libertins et notamment dans les textes de Sade. Ainsi, Beauvoir, dans Faut-il brûler Sade, écrit « À Marseille, Sade appelle son valet Monsieur le Marquis et souhaite le voir connaître sous son nom une fille plutôt que de la connaître lui-même. La représentation de la scène érotique a plus d'intérêt à ses yeux que son expérience vécue. Dans les journées de Sodome, les fantaisies sont d'abord racontées avant d'être pratiquées. Par ce dédoublement, l'acte devient un spectacle que l'on considère à distance dans l'instant où on l'exécute. Ainsi, dans ce dispositif scénique et ce dispositif d'image, la victime n'est jamais qu'un analogone, le sujet ne se saisit que comme imago, et leur relation n'est que la parodie du drame qui les mettrait réellement aux prises dans leur incommunicable intimité. C'est pourquoi l'évêque des 120 journées ne commettait jamais un crime sans en concevoir à l'instant un second. Le moment du complot est pour le libertin un moment privilégié, parce qu'il peut ignorer alors le démenti que lui opposera fatalement la réalité.
C'est par l'irréalité qu'il échappera à l'espace, au temps, à la prison, à la police, au vide de l'absence, aux présences opaques, aux conflits de l'existence, à la mort, à la vie et à toutes les contradictions. Ce n'est pas par le meurtre que s'accomplit l'érotisme de Sade, c'est par la littérature. La littérature, comme la pornographie, offre à Sade et au lecteur masculin un fantasme infini, puisque la fiction est un prétexte pour éviter les conséquences de leurs actes. Donc par exemple, on sait que la pornographie aujourd'hui présente de nombreuses agressions qui sont réelles. Ce sont des vraies femmes victimes qui sont filmées en train de se faire agresser, ce sont des femmes qui ont été prostituées contre leur gré, ce sont des femmes qui ont été enlevées. Vous avez de vraies victimes représentées dans la pornographie, mais puisque ces vidéos sont présentées comme des fictions, c'est ok. Et le consommateur de cette vidéo peut se dire au fond de lui que c'est de la fiction, donc il n'est pas en train de participer à toute une généalogie du crime et toute une organisation criminelle très très dangereuse pour les femmes. La fiction, donc, comme chez Sade, permet à celui qui regarde de ne pas voir de ne pas voir ou de faire semblant de ne pas voir la violence réelle de sa sexualité. Pour terminer, j'aimerais qu'on revienne sur l'héritage de Sade et surtout sur la possibilité de changer cet héritage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'œuvre de Sade si on ne la censure pas? Parce qu'évidemment, la question n'est pas de parler de censure ou pas. On sait très bien que la censure, dans tous les cas, ça ne pourra qu'encourager la martyrisation de Sade ou de n'importe quel auteur, et que plus on essaie de faire taire une œuvre ou un auteur, plus on va conduire à sa victimisation, sa position en tant que martyr. La réception souvent masculine de Sade met presque toujours la faute sur les femmes. C'est les victimes de Sade qui ont tort, c'est la mère de Sade. Il y a vraiment des critiques qui explique que c'est à cause de la mère de Sade que Sade traitait les femmes comme ça, c'est à cause de sa femme, c'est à cause de sa belle-mère, et les personnages féminins de Sade, c'est leur faute aussi s'il leur arrive ce qui leur arrive. De toute façon, Justine est beaucoup trop naïve, c'est forcément de sa faute, elle fait forcément semblant de pas savoir ce qui se passe, parce que c'est pas possible de rester aussi naïve, quoi. Et puis si elle aimait vraiment pas ça, elle partirait, vous voyez. Donc, au XXe siècle, comme on l'a dit, Sade est érigé comme un symbole de liberté par les surréalistes, par Apollinaire, par Roland Barthes. Oui, c'est très décevant, mais par Roland Barthes aussi. Et sur cette question de Sade comme figure de liberté, Andrea Dworkin écrit « Le despotisme sexuel renommé liberté est l'héritage le plus persistant de Sade. Chez Sade, le tu est masculin, la liberté que Sade est réputé d'avoir demandée est une liberté telle que les hommes la conçoivent. » Mon chat vient d'éternuer dans le fond. Pour les femmes, la liberté signifie seulement que les hommes sont libres de les utiliser comme ils veulent. Les lectures de Sade, d'une certaine manière, ont voulu séparer l'homme de l'artiste, comme si son œuvre n'était pas la continuation logique de sa vie et de ses crimes qui ont sans cesse été amoindris. Je vous rappelle les 3 petits coups de canif. La réception de Sade a vraiment tenté d'amoindrir les crimes que Sade avait commis pour faire comme s'il n'y avait aucun lien entre le Sade réel et le Sade de ses livres, et qu'il écrivait dans ses livres ce qu'il ne pouvait pas faire dans la réalité. Je cite Andrea Dworkin, « Sade était un prédateur sexuel et la pornographie qu'il a créée faisait partie de cette prédation. » Selon moi, pour en venir finalement à mon opinion, on pourrait utiliser Sade pour comprendre les rouages de la sexualité et de la domination masculine et comment s'en défaire. La valeur de Sade n'est pas littéraire. Ça, il faut vraiment arrêter avec ça. Le style de Sade, non, n'est pas incroyable. En fait, c'est juste la langue du XVIIIe siècle. Et je sais que les gens ont beaucoup tendance à idéaliser les langues des XVIIe, XVIIIe, XVIIe siècle parce que ça a l'air noble, que c'est pas la langue contemporaine, mais en fait c'est juste la langue du XVIIIe siècle. Vraiment, il n'écrit pas très bien. Je suis désolée de vous le dire. Même sa vision du langage n'est pas très révolutionnaire, surtout si on le compare aux autres auteurs du mouvement libertin, par exemple Diderot, qui eux vraiment maîtrisent le langage d'une main de maître. Je suis pas en train de dire que Diderot n'a rien fait de mal de sa vie, parce que je sais pas. Donc, la valeur de Sade n'est pas littéraire, elle n'est pas non plus politique, parce que, comme on l'a dit, c'est juste un riche qui profite de ses privilèges et qui, malgré tout ce qu'il a de révolutionnaire politiquement, veut conserver ses privilèges. La valeur de Sade, selon moi, est anthropologique.
Son œuvre peut nous permettre de reconnaître les codes du système qu'il incarne et qu'il entretient activement chaque fois qu'il est lu et apprécié d'un homme. Vraiment, je vous en conjure, chaque fois qu'un homme vous dit qu'il adore Sade, fuyez. Fuyez. Grâce à ce savoir, on peut changer la posture des femmes, notamment celles qui participent à l'hétérosexualité. Désolée pour vous, pour apprendre face à cette violence à n'être ni une Justine ni une Juliette, mais un troisième modèle, celui de la femme révoltée qui va s'insurger vraiment contre la violence des hommes, parce qu'il va falloir s'insurger de plus en plus. Comme l'écrit Dworkin, la peur que ce que les hommes ont réprimé chez les femmes émergera pour les détruire rend le contrôle des femmes urgent et absolument nécessaire. Plus la libération des femmes avance, plus les hommes vont tenter de renforcer leur contrôle. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la résurgence depuis quelques années de la tradwife, de la femme traditionnelle qui reste à la maison, qui cuisine, qui s'occupe des enfants. Un motif qui est une porte d'entrée vers le fascisme et le retour à une société moins égalitaire. Il faut vraiment garder en tête que plus on a de droits, plus ils vont essayer de nous enlever nos droits, ok les filles. Pour conclure, j'aimerais vous citer cette question que pose Andrea Dworkin, toujours dans Pornographie Men Possessing Women. Qu'est-ce que le sexe pour les hommes et comment les femmes y survivront-elles? Probablement comme l'a fait Gisèle Pellicot, et je mets ma main à couper que Dominique Pellicot a lu Sade, parce que déjà Sade aussi avait un château à Mazan où il faisait des dingueries. Moi je dis ça, je dis rien, mais je pense que pour survivre à la sexualité masculine, comme Gisèle Pellicot, il faut faire changer la honte de camp et surtout, n'hésitez pas, le lesbianisme est à portée de main. Merci d'avoir regardé.